CNews, il est 5h59, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, les petits Français qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans. C'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin, le détail dans un instant. À Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 de la rue de Tivoli est étudié. Un compteur Gazpar connecté qui pourra déterminer s'il y a eu une fuite de gaz avant l'explosion. La NUPES se déchire sur le cas Quatennens, le député condamné pour avoir frappé sa femme, qui rejoint le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret est avec nous. Une présentatrice de journal télé créée par l'intelligence artificielle, ça se passe au Koweït. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça vous inquiète? On en parle. Il faut que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat. Une fois qu'on a dit cela, quelles sont les pistes? On verra ça avec Lomic Guillot. A tout de suite, Lomic. En France, les enfants passent trop de temps devant les écrans. On a des chiffres à vous dévoiler ce matin. Une étude nationale inédite publiée aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. Le temps passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires, Chana. Oui, cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. Vous allez voir le détail avec Maureen Vidal. Tablettes, télévisions et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents. Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1h15 de plus devant leur tablette ou la télévision, par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac+5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écran risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention. L'enquête se poursuit à Marseille. 2 victimes ne sont toujours pas identifiées et 2 personnes sont toujours portées disparues à l'heure qu'il est. Pour le moment, les enquêteurs privilégient la piste de l'explosion au gaz. Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse. Les derniers éléments avec Solène Boulan, Loïc Tontat et Thibaut Marcheteau. Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les 2 personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient 8 à dormir dans cet immeuble. 4 des 6 victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion. Le nombre de refus d'obtempérer augmente, notamment en Saône-et-Loire, plus 5% l'année dernière par rapport à 2021. Oui, un phénomène plus marqué en zone police avec plus 28% entre 2021 et 2022 et plus 45% entre 2020 et 2022. 7 personnes interpellées dans le quartier des Moulins à Nice. On en a beaucoup parlé de ce quartier des Moulins la semaine dernière. Il est gangréné par le trafic de stupéfiants. Il est le théâtre de nombreux affrontements. Oui, le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 43 grammes de cocaïne et 3 armes, dont 2 armes de poing. Le préfet a répondu à nos questions et il se dit très choqué par ce qui se passe sur place. Écoutez. Des armes à feu, on en saisit. Vous voyez, aujourd'hui, on en a eu. Après, on saisit aussi des armes factices, mais le mal, il est pareil dans l'esprit des gens. Et à partir du moment où on se livre à ce genre de pratique, il est clair qu'il faut tout faire pour que la phase suivante ne soit pas franchie. Et je l'ai dit et je le redis, moi-même, effectivement, je suis choqué. Je suis aussi peiné pour les habitants et décidé et déterminé. Voilà, un quartier niçois gangréné
par le trafic de drogue, ce quartier des Moulins où on voyait des dealers qui se promenaient en toute liberté dans une rue de ce quartier des Moulins à Nice avec des kalachnikovs, ce qui semble être des kalachnikovs. Adrien Quatennens, réintégré au groupe La France Insoumise dans un vote dont on ne sait quasiment rien, on connaît simplement les résultats, 45 pour, 15 contre, et 2 abstentions. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, la NUPES se déchire une nouvelle fois après cette décision des Insoumis. Oui, elle est éclatée façon puzzle, absolument romain. Le PS condamne une faute politique inacceptable et demande à ce qu'Adrien Quatennens quitte définitivement les instances de la NUPES. Même sentiment chez les écologistes, même si Sandrine Rousseau ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennens prend la parole, car elle explique que ce n'est pas aux féministes de partir. Donc vous disiez les résultats des votes, vous donniez les résultats des votes, mais on ne sait pas qui a voté quoi. Tout ça s'est fait dans une grande opacité. Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait de liste sur Twitter cette fois-ci. Il n'y a pas eu un live tweet des insoumis pour dire ce qui se passait, comme dans la commission mixte paritaire sur les retraites, parce que là aussi, c'était à huis clos, mais les insoumis relayaient sur les réseaux sociaux ce qui se passait pour informer les Français. Pas cette fois, donc. Et enfin, Adrien Quatennens, et là c'est vraiment très intéressant, est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger entre à l'Assemblée nationale, après avoir battu une députée insoumise sortante de l'Ariège. LFI n'en veut pas au sein de la NUPES. Un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Allez comprendre. Et puis je vous rappelle qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon réclamait à ce que tout citoyen condamné soit inéligible à vie. Visiblement, il a changé d'avis. Merci beaucoup Gauthier. Le 49-3 a été un véritable traumatisme. C'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen hier soir à sa sortie de Matignon. Oui, la présidente du groupe RN s'est entretenue avec la première ministre Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites. Écoutez. Ce 49-3 restera un véritable traumatisme, en ce sens que le sentiment qui a été perçu, pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que le jeu démocratique a été effondré, en réalité. Cette réforme n'aurait pas dû passer. Les représentants du peuple français s'apprêtaient à ne pas voter cette réforme, à rejeter cette réforme. Et avoir dégainé un 49-3 dans ces circonstances-là pour forcer la main, en réalité, du peuple français, a été très mal vécu. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, c'est le moins qu'on puisse dire, par le gouvernement comme par les syndicats. Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles? On voit ça avec Thomas Bonnet. Ils sont 9 et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et 3 scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée. On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes légale, constitutionnelle, mais la Constitution, c'est pas simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, eh bien, que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle. Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel Macron, on va dire, de cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots que l'ancien président américain a réellement employés. C'était à la télévision américaine. Oui, c'était pendant une interview. Donald Trump est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. On vous en parlait hier dans la matinale. Le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre l'Amérique ou la Chine sur la question de Taïwan. Voilà, Donald Trump qui n'a rien perdu de son franc-parler. Oui. Comment on pourrait qualifier ça? Oui, c'est pas très élégant. Ça manque un peu d'élégance, ça c'est sûr. Ça manque un petit peu d'élégance. Voilà, il précise, Emmanuel Macron, qui est mon ami.
Oui, quand même. Heureusement qu'il le précise. Heureusement, c'était pas flagrant. C'était pas flagrant. C'était pas flagrant. Allez, le sport tout de suite. Manchester City s'impose 3-0 face au Bayern. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Citizens ont surclassé les hommes de Thomas Tuchel en quart de finale de la Ligue des Champions, Chana. Oui, vous avez pu suivre ce match sur Canal+ hier soir. À l'Etihad Stadium, Manchester a ouvert le score en première mi-temps avec un but de Rodri. Le club anglais a cloué les Bavarois en seconde partie. But de la tête de Bernardo Silva à la 70e, lancé par Erling Haaland, le Norvégien qui a inscrit quelques minutes plus tard une volée croisée du pied droit. Alvarez qui remet dans la surface, il y a John Stones pour Haaland, le monumental attaquant ne pouvait pas passer à côté. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, beaucoup d'actualités. On va vous montrer cette nouvelle présentatrice issue de l'intelligence artificielle. Elle présente des journaux au Koweït. Une intelligence artificielle présentatrice. Ça marche aussi avec les présentateurs. Et voici, elle s'appelle Phedra. On va vous la présenter. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur CNews. Tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le député Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée. On vous présente notre nouvelle consoeur. Elle s'appelle Phedra, vous la voyez derrière moi. C'est une animatrice de télévision, pas comme les autres. Elle a été créée par l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, cette semaine, elle a présenté son premier journal dans un média koweïtien. Et vous allez voir, c'est assez troublant. Yael Benamou. Elle s'appelle Phedra. Elle a tous les aspects d'une femme. Et pourtant, c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience. Mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation entre la parole et le mouvement des lèvres. Les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Moyennant ce challenge, de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique-là, il va être résolu, vraisemblablement sous 24 mois. Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux. C'est pour faire du buzz, c'est un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, avec un cruel manque d'émotion dans la voix. Est-ce qu'un jour des avatars comme Phedra remplaceront les journalistes ? Pour les spécialistes, la réponse est oui, mais cela dépendra de la société dans laquelle nous, humains, nous choisirons d'évoluer. On espère que ça sera dans longtemps. Hein. Oui, dans quelques années. Je suis un vrai présentateur, vous pouvez en témoigner. Moi, je peux vous témoigner, vous êtes une vraie présentatrice. Oui, hein. je témoigne. Voilà. Nous sommes tous vrais ici. Voilà. Personne n'a été créé par... Non, on ne sait pas. Bonjour, Romain. Vous, on se demande. Non, c'est surprenant et ça fait peur. Ça fait peur, oui, non, comme l'avenir, ça fait peur, l'avenir, parce qu'on ne le connaît pas. Mais effectivement, oui. Alors après, ça dépend ce qu'il s'agit d'annoncer. Si c'est pour le résultat du loto, il n'y a pas de... Voilà. Si c'est pour une analyse politique, effectivement, c'est plus gênant. Bon. Allez, une marque mythique au bord de la faillite.
Tupperware, la marque américaine de récipients alimentaires en plastique, est en grande difficulté économique. Les Tupperware qui se vendaient, vous en souvenez probablement, lors de réunions à domicile. Les ventes Tupperware. Ouais, mais avec Internet, tout a basculé. C'est ce qui a freiné les ventes aussi, c'est que les clients se méfient aussi du plastique. Quand il est chauffé, notamment au micro-ondes, le plastique peut être dangereux pour la santé car il libère des perturbateurs endocriniens. Les cours de l'action de l'entreprise a chuté de 49% en début de semaine. Voilà, Tupperware en grande difficulté. Allez, on va partir à Rennes. À présent, une exposition s'en prend à la police. L'exposition Les fourmis dans les jambes qui affiche ouvertement des dessins anti-police. Et les forces de l'ordre sont très choquées, évidemment, et ont décidé de réagir. Reportage de Mickaël Chailloux et Adrien Spiteri. Ces 3 policiers nous ont donné rendez-vous devant ce centre culturel hier. À l'intérieur, l'exposition des fourmis dans les jambes. Certains dessins les choquent, à l'image de celui-ci, où le mot police est remplacé par le mot violence. Tous les collègues qui nous ont saisis, on a reçu des dizaines de messages ce week-end par rapport à cette exposition et à ces dessins, et ils se sentent agressés, offensés et humiliés. L'uniforme policier, les caméras de vidéosurveillance et même le chef de l'État sont visés par les artistes. Des dessins malvenus dans le contexte actuel pour ce syndicaliste. Beaucoup de collègues sont blessés et quand on voit ça, oui, on est maltraité et on est injurié. Le message de l'artiste, voilà, moi je vois pas un message d'artiste, je vois un message politique. Durant notre visite, nous rencontrons le directeur du centre. C'est des dessins qui datent. Il comprend les réactions et assure que les dessins ont été réalisés avant les débordements contre la réforme des retraites. Certaines images peuvent interroger, oui, tout à fait. Oui. L'artiste avait été choisi en amont des événements qui sont entraînés par la question de la réforme des retraites, et voilà quoi. Le centre culturel est tenu par une association, mais subventionné par la mairie de Rennes. 35e saison au Puy du Fou. Le Puy du Fou qui a rouvert, et avec un nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile, un hommage à la belle époque et aux pionniers français des débuts du cinéma. Et ce projet représente 20 millions d'euros d'investissement, 120 rôles, 30 minutes de spectacle et une tribune de 2000 places face à un théâtre de 3800 mètres carrés. Voilà, et on vous montre des images ce matin, Le Mime et l'Étoile. Il en sera question d'ailleurs, on verra le spectacle plus en détail avec Chloé Ronchin vendredi prochain. Voilà, aujourd'hui Chloé va nous parler cinéma à 7h50. L'économie, c'est dans un instant avec Lomique Guillot. Comment faire en sorte que le travail paye mieux? On le dit souvent, il y a beaucoup de ministres qui ont dit « vous allez voir ce que vous allez voir, le travail va payer plus que l'assistanat ». Il paye plus que l'assistanat en vrai, en réalité, mais pas beaucoup plus. Comment faire pour que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat? On verra ça avec Lomique Guillot dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h23, l'économie avec Lomique Guillot. L'inflation qui se poursuit repose la question de la juste rémunération du travail. C'est capital. Est-ce qu'en France, le travail paye assez, Lomique Guillot? C'est vrai, Romain, que la question qui revient souvent, c'est celle de la générosité de notre système social par rapport au travail. Alors, rappelons-le tout de suite, il est pratiquement impossible de gagner plus en France avec des aides sociales et des allocations qu'en travaillant au SMIC. Sauf qu'en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on peut gagner plus ou moins avec les aides, mais la différence entre le salaire qu'on peut tirer d'un travail et un revenu qui tombe sans qu'on fasse de réels efforts. Savoir si cette différence est assez importante ou non, d'autant que malgré la revalorisation du SMIC, celui-ci peine en ce moment à suivre l'inflation. Or, en France, notre système peut contribuer, c'est vrai, à faire entrer dans la tête de certains qu'il est plus intéressant de ne rien faire que de travailler, d'autant plus qu'à l'inverse, on peut avoir désormais du mal à boucler les fins de mois quand on travaille, ce qui devrait normalement absolument jamais arriver. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce constat ? D'abord, rappelons-le, il reste beaucoup de secteurs dans lesquels le salaire minimum est en dessous du SMIC. Dans ces branches, les salariés sont payés au SMIC, mais le fait que le minima soit fixé en dessous tire les salaires vers le bas et surtout limite leur progression. Ensuite, parce que l'État est généreux, très généreux. Rendez-vous compte, en 2022, l'ensemble des aides, allocations, chèques inflation, primes diverses ont représenté 35% des revenus perçus par les ménages français, un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fil des ans et qui peut donner l'impression d'une sorte
sorte de revenu universel qui ne dit pas son nom et qui dispenserait de travailler. Mais surtout, le problème des aides, c'est qu'elles n'incitent pas à travailler plus, pour paraphraser un président, parce que quand on commence à gagner plus, on voit son salaire augmenter, mais les prestations diminuer. Résultat, on progresse, mais au final, on gagne pratiquement la même chose. C'est totalement démotivant et ça peut pousser tout simplement à ne pas vouloir progresser. Alors, question, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux ? D'abord, sans doute en plafonnant les aides, ce que proposent certains, et puis surtout en faisant en sorte que le travail paye mieux, sans aller forcément jusqu'à indexer de nouveau les salaires sur l'inflation, mais en les revalorisant vraiment, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Sauf que, attention, augmenter les salaires, ça n'a rien de magique, et ça passe aussi par augmenter la productivité. Or, on a l'impression que ce n'est pas du tout dans l'esprit de certains salariés. Aujourd'hui, on préfère un confort en partie assuré par l'État sans trop en faire. Et on ne voit pas le bénéfice qu'on pourrait tirer à travailler plus, parce que, je le disais, le système d'aide n'y incite pas. Le problème n'étant donc pas que le travail paye plus, mais que le travail paye suffisamment pour donner envie de progresser et d'en faire plus. On pourrait dire que ce qui devrait payer plus que le travail aujourd'hui, c'est le sens de l'effort que l'on a perdu. Merci beaucoup, Lomique Guillot. Je suis certain que ça fait beaucoup réagir votre chronique et vos informations, mais c'est le sujet du moment, voilà, que le travail paye plus. Si vous apprêtez à partir travailler, d'ailleurs, bon courage à vous. Et dans un instant, on va aller à Rennes. Rennes, où les commerçants sont inquiets. Pourquoi ? Parce que demain, il y a une nouvelle manifestation. Et lors des dernières manifestations, il y a eu des violences. Et quand il y a des violences dans la rue, il y a des dégradations, petit 1 et petit 2, les clients ne sont pas là. Il ne faut pas se leurrer. Gros impact sur le chiffre d'affaires. Des témoignages de commerçants à Rennes dans un instant. Ça sera juste après la météo, c'est tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra Blanc, vigilance météo dans le Nord. Oui, 3 départements concernés par cette tempête Noah et donc des vents tempétueux attendus principalement cet après-midi. Vous le voyez aux alentours de 14h, entre 14h et 18h. Eh bien, les vents s'annoncent particulièrement forts. 3 départements donc placés sous surveillance, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime ou encore le département de la Manche où les vents pourraient localement dépasser les 100 à 110 km/h. Donc on retrouve ce matin déjà les prémices de cette tempête Noah avec déjà du vent près des côtes de la Manche, du vent également sur la façade ouest ou encore du côté de la Corse. C'est toujours cette même perturbation qui est arrivée hier que l'on retrouve ce matin un petit peu plus au sud, vous le voyez, entre l'Occitanie, les Charentes ou encore le nord-est avec d'une part de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Le vent restera également bien fort du côté de la Corse dans l'après-midi. Eh bien, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. C'est une perturbation assez active qui donnera d'ailleurs quelques flocons de neige à assez basse altitude sur les Pyrénées ou encore le Massif central ainsi que sur les Alpes. On attend localement des flocons de neige à partir de 1300 mètres d'altitude seulement sur les Pyrénées. Puis à l'arrière, on a un ciel de traîne très actif, situation à surveiller avec donc de fortes bourrasques de vent, des vents tempétueux attendus entre la pointe du Cotentin, le Pas-de-Calais ou encore la Bretagne, des rafales de vent qui pourraient d'ailleurs localement dépasser les 100 à 110 km/h. Donc avec le passage de cette tempête Noah, le temps restera un petit peu plus clément en revanche sur la Côte d'Azur ou encore sur le Var. Les températures ce matin, elles sont plutôt douces pour la saison, 8 degrés à Paris, 11 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore à Perpignan. Mais dans l'après-midi, les températures baissent avec le passage de cette perturbation très active, seulement 13 à Paris, 11 degrés près des côtes de la Manche, seulement 15 degrés du côté de Toulouse et localement quand même 23 degrés à Perpignan. À la suite du programme demain, ciel de traîne généralisé avec localement un temps assez instable. Vous aurez des orages et des averses et puis vendredi, rebelote, nouvelle perturbation active, temps chaotique vendredi avant une amélioration prévue à partir de samedi. On prend la direction de Rio au Brésil avec, vous voyez, des milliers de raies qui se sont échouées, catastrophe écologique en cause. Eh bien, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus évidemment donc une épidémie, c'est tout simplement les ravages de la pêche. Donc situation chaotique, catastrophe écologique du côté de Rio au Brésil avec donc des milliers de raies a priori tuées par la pêche. Et oui, les ravages de l'homme qui font de nouveau des catastrophes humanitaires, des catastrophes donc du côté du Brésil. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, les commerçants de Rennes très inquiets à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Vous allez voir que certains de ces commerçants se barricadent véritablement.
Les parents qui laissent leurs enfants dans les crèches doivent être vigilants après ce qu'on découvre dans le rapport sur les mauvais traitements sur les petits. On vous le détaille ce matin. Des députés républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée, des ONG suspectées d'être pro-migrants. Ils veulent que ce soit Frontex qui gère les interventions en mer quand le bateau des passeurs coule. Près de 700 grammes de drogue découverts à la mi-mars dans la prison de Gradignan, en Gironde. Comment est-ce possible? On sera avec un représentant des surveillants en direct avec nous. Et puis le retour médiatique de DSK, l'ancien ministre de l'économie, qui donne ses conseils sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il a des velléités de revenir sur la scène politique? Je poserai la question à Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Les commerçants sont inquiets à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vitrines cassées, commerces pillés. À chaque manifestation, son lot de dégradation, Chana. Et les commerçants sont fatigués. Certains évoquent même des conséquences sur la santé de leur entreprise. Voyez ce reportage à Rennes avec Mickaël Chailloux. À Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqué, préventivement ou bien parce qu'en dessous la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux. Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. Et les équipes commencent à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres de leur franchiseur, par exemple, ou ont des ordres de leur direction de ne surtout pas communiquer. Selon l'enquête réalisée par le Carré Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares. Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir sereine. Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre. Quand on a des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait 0 sur une journée de manifestation. Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite. Enfants maltraités, punition démesurée, humiliation, c'est ce que dénonce un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié hier, Chana. Le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches et de leur côté, les professionnels pointent du doigt une maltraitance institutionnelle. Voyez ce sujet de Solène Boulan. Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations, qui s'apparentent à de la maltraitance, ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'Inspection générale des affaires sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation. S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop riches. Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle. Plus on déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles, et plus on peut faire face à des situations de maltraitance, parce que on travaille avec des tout petits, des êtres humains. Il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se re-questionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique qui fait qu'aujourd'hui on en est là. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. Tolérance zéro pour les violences faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD 2.0. Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron. Voilà, c'est inquiétant. Et puis en France, les enfants passent trop de temps devant les écrans. Une étude nationale inédite est publiée ce matin, on vous la dévoile. La sonnette d'alarme est tirée, comme on dit. Le temps passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires, Chana. Oui, vous le voyez, 56 minutes pour les enfants de 2 ans, 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Et cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. C'est ce que révèle cette étude. 1h30 devant les écrans chaque jour. Effrayant. À 5 ans et demi, c'est beaucoup trop, évidemment. Comment éviter de revivre l'enfer des incendies de l'été dernier? Le plan anti-feu du gouvernement a été présenté par le ministre de l'Intérieur.
Oui, 9 avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés cette année. 500 sapeurs-pompiers viendront également grossir les rangs. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était en déplacement à la Teste de Buch, en Gironde. L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que les SDIS qui dépendent des départements puissent acquérir près de 1100 engins pour lutter contre les feux et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du 8e Dash, l'allocation d'un 9e dans les quelques heures qui viennent, avec 4 avions de type Air Tractor que nous n'avions pas avant et 10 hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023. C'est 47 appareils lorsque nous n'en avions que 38. Voilà encore 9 mois. Le sauvetage des migrants en Méditerranée. La Commission des Affaires européennes va examiner à l'Assemblée une proposition de loi de plusieurs députés, les Républicains. Actuellement, des ONG militantes qui ont également un objectif politique affrètent des bateaux, ce qui désorganise tout, Chana. Oui, donc ces députés proposent que seul Frontex gère la sécurisation de la mer Méditerranée avec l'aide des passeurs. Je rappelle que ces migrants traversent sur des embarcations, la plupart du temps surchargées et donc dangereuses. Le récit de Marine Sabourin. Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative. C'est un intérêt commun de écrire un code pour dire à les ONG, vous pouvez rester dans les mers Méditerranée, mais vous devez respecter les règles des États, l'Italie, la France, l'Espagne, des États européens. Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union européenne. Voilà, et on sera à 7h10 en direct avec Patrick Stefanini, expert sur les questions d'immigration, ancien secrétaire général du ministère de l'immigration. On vous montrait hier ces images d'une violente altercation entre un responsable du cirque Zavata et un élu. Le cirque s'était installé illégalement dans une commune, dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Et bien hier, les circassiens ont finalement quitté les lieux. Oui, regardez la vidéo publiée sur Twitter par Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes. Le cirque est parti pour s'installer sur un terrain privé d'Antibes. La mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation. » 3 hommes ont été surpris en train de saigner un mouton dans une maison en rénovation. Ça s'est passé dimanche dans un quartier résidentiel de la station balnéaire de Loire-Atlantique. Ça s'est passé à La Baule, hein. Oui, les 3 individus impliqués ont réussi à s'enfuir avec l'animal au volant d'un camion-benne. Je propose d'écouter le maire de La Baule, Franck Louvrier. Il veut porter plainte. C'est du jamais vu, c'est la première fois que nous sommes confrontés à un tel acte inadmissible. Bon, c'est un acte de barbarie qui doit être puni, c'est un comportement totalement inadmissible qui va à l'encontre du bien-être animal. L'abattage qui est non contrôlé est interdit aujourd'hui par la loi, comme vous le savez. Et donc, je vais porter plainte. Il faut agir très fortement contre ces pratiques d'un autre âge. Et il est important pour nous, dans notre commune, bien évidemment, de défendre le bien-être animal avec détermination. Un record aux enchères pour une paire de baskets. 2 200 000 $. C'est le prix payé pour une paire de baskets. Bon, pas n'importe laquelle, évidemment. Celle de Michael Jordan lors de la dernière vente Sotheby's. La légende de la NBA les avait portées pendant sa dernière finale de championnat en 98 avec les Chicago Bulls. Oui, cette somme dépasse le précédent record qui était déjà détenu par la superstar du basket. Alors, est-ce que vous comprenez qu'on dépense autant d'argent pour une paire de baskets ? On est allé vous poser la question, écoutez. Pour du plastique, un bout de cuir, c'est une fortune pour
un objet qui ne les vaut pas, entre guillemets, selon moi. C'est une légende du sport, donc ça fait un peu plus comprendre le prix, mais ça reste quand même un peu exagéré au niveau du prix du coup. C'est une célébrité, mais c'est des paires quoi. Elles ont déjà été portées en plus, enfin, même si c'est pas une célébrité, non. C'est normal, c'est Michael Jordan. C'est une légende du sport, c'est normal, ça se comprend. Voilà, 2 200 000 $ pour cette paire de baskets. Bon, est-ce que ça les vaut? On peut en parler jusqu'à demain matin. En tout cas, si on paye 2 200 000 $, normalement, on les porte pas. On les met sous cloche et on n'y touche pas. Chana. Oui, mais d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de magasins comme ça où les baskets sont sous cellophane. Ah oui. C'est précieux. C'est précieux. Maintenant, les sneakers, même les grandes marques de luxe, vendent plus de baskets que de chaussures en cuir d'ailleurs. Voilà, une paire de baskets à 2 200 000 $. Le sport, justement, on parlait du foot féminin. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Bleus ont battu hier soir les Canadiennes 2-1. Oui, le score a été ouvert à la 50e minute sur une tête de la Française Grace Geyoro. 13 minutes plus tard, Léa Le Garec profite d'une perte de balle de la gardienne canadienne pour doubler la mise. Les championnes olympiques ont finalement réduit l'écart à la 70e après un loupé de Constance Picot. Alors après ce match amical, Hervé Renard devrait annoncer sa liste pour la prochaine Coupe du Monde dans les prochains jours. Alors avec sa victoire, l'entraîneur a qualifié ses joueuses de presque parfaites. Écoutez. Je vois qu'elles sont très réceptives, très disciplinées, très travailleuses, qu'elles sont appliquées, concentrées. Comme je l'ai dit en conférence de presse, pour un coach, c'est le bonheur. Tout a été fluide immédiatement parce que chacun y a mis du sien. Il faut garder, comme je le disais précédemment, cette cohésion qui peut nous faire aller très loin dans une compétition. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est 7h-20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe à la prison de Gradignan. Notamment dans cette prison. Il se passe la même chose dans d'autres prisons. Le trafic de drogue. 700 grammes de résine de cannabis et d'herbe ont été saisis depuis la mi-mars. Comment est-ce possible? Comment cette drogue arrive dans la prison? Je poserai ces questions à Yvan Gombert, secrétaire national Force ouvrière pénitentiaire, qui est déjà connecté avec nous. À tout de suite. Bon réveil à tous. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du trafic de drogue en prison. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau. L'enquête se poursuit à Marseille après l'effondrement de 2 immeubles. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion au gaz. Le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et est en cours d'analyse. L'objectif est de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. 7 personnes ont été interpellées dans le quartier des Moulins à Nice, gangréné par le trafic de stupéfiants. Ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements. Le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 83 grammes de cocaïne et 3 armes, dont 2 armes de poing. Et puis l'Italie envisage de déplacer massivement des ours installés dans le nord du pays. Une centaine d'ours bruns peuplent les zones montagneuses de la région du Trentin. Mais la semaine dernière, un jogger a été tué par l'une de ces bêtes. Alors le ministère de l'Environnement envisage de répartir une partie de ces ours dans d'autres régions du pays. Voilà, l'objectif, c'était qu'il y ait une cinquantaine d'ours. Il y en a une centaine. Il y a eu cet accident. Donc il va falloir réagir. Allez, on change totalement de sujet. Le trafic de drogue explose à la prison de Gradignan, en Gironde. Depuis la mi-mars, près de 700 grammes de résine de cannabis et de l'herbe ont été saisis. Les agents pénitentiaires se sentent impuissants face à une situation très tendue. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle avec vous, Yvan Gombert. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes secrétaire national Force ouvrière pénitentiaire. Bonjour et merci d'être là. Près de 700 grammes de cannabis saisis depuis un mois. Par où passent ces drogues pour arriver dans les cellules? Alors, il y a de nombreuses voies pour faire rentrer de la drogue en prison. Actuellement, sur les établissements du sud-ouest de la France, ce qu'on connaît, c'est une reconnaissance de livraison par drone. Puisque sur ces établissements, il n'y a pas encore de système antidrone, système antidrone installé. Donc c'est une voie qui peut être une des causes. Il y a en plus actuellement les travaux de la nouvelle construction de la nouvelle prison
de Bordeaux-Gradignan qui est en cours et donc qui facilite les projections sur l'établissement. Donc ça, c'est des voies qui sont connues et qui sont récurrentes sur les établissements, les projections. Voilà. Comment ça fonctionne un système anti-drone ? Alors c'est un système de brouillage, hein. C'est-à-dire que quand le drone va s'approcher de l'établissement, il va tomber, tout simplement. Donc c'est juste une question de budget, j'allais dire. Oui, c'est assez cher. Alors après, encore une fois, on peut faire la chasse au système anti-drone, avoir une politique de lutte contre le trafic de drogue en détention. De toute façon, on n'empêchera jamais les introductions de manière intégrale dans les établissements pénitentiaires. C'est quasiment impossible, vu le nombre de voies d'accès de la drogue en détention, que ce soit par les familles également, au niveau des parloirs, beaucoup d'autres manières d'introduire de la drogue en détention. On parle également de pression sur des surveillants. Comment s'exercent-elles ces pressions très concrètement ? Alors dans l'article du Monde, il est fait notamment référence à Facebook. Alors nous, c'est pour ça qu'on conseille nos agents de sécuriser leurs réseaux sociaux et d'éviter qu'ils soient accessibles au public. Et en l'espèce, je crois qu'il était accessible au public. Donc c'est aussi la difficulté, c'est qu'il faut que les agents soient attentifs à leur compte personnel et éviter qu'ils soient accessibles n'importe comment. Est-ce que des surveillants ne ferment pas les yeux sur certains trafics de drogue pour avoir la paix, pour que les détenus puissent fumer ce qu'ils veulent fumer et qu'il y ait la paix dans les prisons, dans les cellules, le calme? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ne font rien contre le trafic. C'est pas ce que je dis, hein. Mais fermer les yeux sur des quantités, de petites quantités. Non, je pense pas. Alors ça peut arriver, voilà, mais je pense pas. Non, c'est vraiment, c'est pas vraiment le. Non, la difficulté, je pense que, et c'est d'ailleurs l'une de nos propositions, c'est que on n'empêche pas forcément la consommation de drogue en détention, parce que, par exemple, on n'oblige pas les personnes détenues à faire un test urinaire ou une prise de sang pour toute demande d'aménagement de peine, par exemple. Ça pourrait être une possibilité. Je sais qu'en Scandinavie, c'est ce qu'ils pratiquent. C'est-à-dire que pour obtenir un certain nombre d'aménagements de peine ou une affectation dans des établissements spécialisés, on leur demande des tests urinaires ou des prises de sang. Ce serait une possibilité qui n'existe pas aujourd'hui ou de manière occasionnelle dans les établissements. Voilà. Et ça serait peut-être sans doute le moyen de lutter contre les drogues en détention et d'éviter de courir après les trafics. Merci beaucoup Yvan Gombert, secrétaire national Force ouvrière pénitentiaire. Merci d'avoir pris la parole ce matin dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous, bon courage aux surveillants et à tous ceux qui se trouvent dans les prisons, bien sûr. Allez, Gims provoque un tollé sur les réseaux sociaux. Il réécrit totalement l'histoire sans se gêner. C'est assez surréaliste. Il était invité d'une chaîne YouTube et il dit, écoutez, l'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. 50 000 ans avant les Européens, on veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. Non. Bon. Regardez ce qu'il dit également. Les pyramides qu'on voit au sommet, il y a de l'or. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Bien sûr, au temps de l'Égypte. L'ancienne, les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Les historiens savent. Ce qui veut dire, sous-entendu, savent et nous cachent la réalité. C'est lunaire ce que dit Gims. Mais comment il en est arrivé à dire de telles sottises, pour rester poli? Le Mick Guillot. Peut-être parce qu'il lit les livres d'histoire avec ses lunettes de soleil, je sais pas. Peut-être. Et qu'il ne les lit pas. Mais ça frôle la folie. Comment il en est arrivé? Gauthier? Oui, non, on va bientôt apprendre que les Égyptiens avaient des smartphones aussi, ils pouvaient brancher leur... Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut vendre des albums? Donc, il se dit, tiens, oui, on va parler de moi, je vais dire de... n'importe quoi sur une chaîne YouTube, et puis on va parler de moi ensuite. C'est comme Gims qui réécrit l'histoire. Par exemple, sur TikTok, que la Terre est plate. Oui. C'est un peu Ah oui, ça se rejoint. Voilà. Ça se rejoint un petit comme un peu, disque voilà. de Gims. Ah, Voilà. Exactement. Allez, dans un instant, prise de parole inattendue de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il est de retour ou pas? Il parle des retraites, en tout cas. Il est de retour pour parler des retraites. Est-ce qu'il a des idées qui l'emmènent un petit peu au-delà de la réforme des retraites? On va voir ça avec Gauthier Lebret dans un instant. À tout de suite.
C'est une prise de parole inattendue, celle de Dominique Strauss-Kahn. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, l'ancien ministre de l'économie, juge très sévèrement la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, alors c'est vraiment un retour qu'on n'attendait pas pour le moins, suite DSK qui a annoncé dès hier après-midi sur son compte Twitter qu'il allait s'exprimer sur cette fameuse réforme des retraites. Regardez son tweet. « Bonjour, dans quelques heures, je partage mon point de vue sur la crise provoquée par le texte de loi sur les retraites. » Alors sa parole est rare depuis les affaires qui ont mis fin à ses ambitions politiques. C'est donc un texte de 4 pages où il est, mais alors, très sévère avec Emmanuel Macron qui, selon lui, a fait 4 erreurs. Erreur de timing, c'était pas le bon moment pour DSK. Erreur de méthode qui a été fatale selon lui. Et puis, erreur stratégique, c'est-à-dire de privilégier le rapport de force politique au rapport de force sociale. Pour DSK, cette erreur stratégique, c'est d'avoir négocié en fait avec les Républicains et pas avec la CFDT, d'avoir cherché à trouver une majorité au Parlement et de ne pas se mettre d'accord avec la CFDT. Et puis 4e erreur, selon DSK, le passage en force et le 49.3. Et pour éviter une 5e erreur, c'est d'ailleurs le titre de sa prise de parole, de son texte publié sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron doit renouer avec le dialogue social. Alors voilà pour le constat. Que propose Dominique Strauss-Kahn ? Quelle solution ? En fait, DSK était pour la réforme à points d'Édouard Philippe qui était plus ambitieuse et qui changeait le système, réforme soutenue à l'époque par Laurent Berger. Ce n'est pas l'âge de la retraite, dit Dominique Strauss-Kahn, qu'il faut changer, c'est la conception même du système. C'est cette réforme systémique qu'en 2017, un candidat à la présidence de la République disait à juste raison vouloir entreprendre, vous avez reconnu, Emmanuel Macron. Désormais, il estime que si le Conseil constitutionnel valide cette réforme, ça pourrait embraser à nouveau le pays. Pourquoi ces critiques sont intéressantes selon vous, Gauthier ? Eh bien, car Dominique Strauss-Kahn est loin d'être un ennemi idéologique d'Emmanuel Macron. Les premiers macronistes étaient des Strauss-Kahniens, Benjamin Griveaux, Ismaël Meulien, Stanislas Guérini, aujourd'hui ministre, pour ne citer que. C'est pour ça que ces critiques de DSK sont intéressantes, car ça ne vient pas d'un homme politique opposé à une réforme des retraites. Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin, 8h15. La musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et ce matin, on vous fait découvrir le dernier single de Nuit Incolore. Dépassé, c'est un jeune artiste suisse. Nuit Incolore, c'est son nom, oui, oui. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les petits Français sont beaucoup trop devant les écrans. Une étude vient de sortir ce matin, on vous dit tout. Dans un instant, juste après la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, il y a 3 départements en vigilance ce matin. Oui, en effet, le Pas-de-Calais, la Manche ou encore le département de la Seine-Maritime avec des vents tempétueux attendus cet après-midi, des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 km/h. Ça commence déjà à souffler bien fort ce matin entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin avec au programme donc dès ce matin un temps très agité, perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est. Dans l'après-midi, la perturbation, on va la retrouver un petit peu plus au sud avec donc le retour de la neige en montagne entre les Pyrénées et les Alpes. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne assez actif avec des orages, du grésil et surtout ces vents tempétueux qui vont se renforcer, vous le voyez, entre la Bretagne et la Côte d'Opale. Situation à surveiller avec donc la tempête Noah. Les températures, rien à signaler, plutôt doux ce matin avec 8 degrés à Paris ou encore 11 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu, 13 à Paris, 11 degrés à Rouen, mais tout de même 23 degrés du côté de Perpignan. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
CNews, il est 7h pile, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. Les petits Français passent beaucoup trop de temps devant les écrans. C'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin. Le détail dans un instant. À Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 rue de Tivoli est étudié. Un compteur Gazpar connecté qui pourra dire s'il y a eu fuite de gaz avant l'explosion. La NUPES se déchire sur le cas Adrien Quatennens, le député condamné pour avoir frappé sa femme, qui rejoint le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret est avec nous, la NUPES qui se déchire. Et puis ce matin, on va vous parler d'un nouveau type de radar en Indre-et-Loire notamment. Il ne sanctionne pas, mais récompense. On vous en dit plus avec Pierre Chasseret. En France, les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans. On a des chiffres. Une étude nationale inédite publiée ce matin tire la sonnette d'alarme. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires. Et cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. Vous allez voir le détail avec Maureen Vidal. Tablettes, télévision et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents. Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1h15 de plus devant leur tablette ou la télévision, par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac+5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écran risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention. L'enquête se poursuit à Marseille. 2 victimes ne sont toujours pas identifiées, 2 personnes sont toujours portées disparues. Pour le moment, les policiers et les enquêteurs privilégient la piste de l'explosion de gaz. Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse. Les derniers éléments avec Solène Boulan, Loïc Tontat et Thibaut Marcheteau. Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les 2 personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient 8 à dormir dans cet immeuble. 4 des 6 victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion. Adrien Quatennens, réintégré au groupe La France Insoumise dans un vote dont on ne sait quasiment rien. On connaît simplement les résultats. 45 pour, 15 contre. Et 2 abstentions. Gauthier Lebret, la NUPES se déchire une nouvelle fois après cette décision des Insoumis. Oui, elle est éclatée façon puzzle, absolument, la NUPES. Alors pour le PS, c'est une faute politique inacceptable. Le Parti socialiste qui souhaite qu'Adrien Quatennens quitte définitivement les instances de la NUPES. Même sentiment chez les écolos, même si Sandrine Rousseau explique qu'elle ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennens prend la parole, car ce n'est pas aux féministes de partir. Alors vous avez rappelé le résultat des votes, mais effectivement, on ne sait pas qui a voté quoi. L'opacité est totale. Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait cette fois de liste sur Twitter avec les 45 qui ont voté pour. Il n'y a pas eu de live tweet des insoumis pour nous raconter les coulisses de cette réunion comme ils l'ont fait lors de la commission mixte paritaire qui était à huis clos sur la réforme des retraites pour informer les Français. Là, il n'y avait pas la volonté d'informer les Français. Et enfin, très intéressant, Adrien Quatennens est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger fait son entrée à l'Assemblée nationale après avoir battu une députée insoumise sortante dans l'Ariège. LFI
n'en veut pas au sein de la NUPES. Un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Et puis, rappelons qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon demandait l'inéligibilité à vie pour toute personne condamnée. Visiblement, il a changé d'avis. Merci beaucoup Gauthier. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, c'est le moins qu'on puisse dire, par le gouvernement et par les syndicats, Chana. Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles? On voit ça avec Thomas Bonnet. Ils sont 9 et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et 3 scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée. On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes légale, constitutionnelle, mais la Constitution, c'est pas simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, eh bien, que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle. Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel Macron de cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots réellement utilisés, réellement employés par l'ancien président des États-Unis, Chana. Oui, c'était pendant une interview. Donald Trump est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. On en parlait hier avec Gauthier. Le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre l'Amérique ou la Chine sur la question de Taïwan. Voilà, Macron qui est un ami, heureusement qu'il le précise, ça démarre mal. Généralement, quand on dit qui est un ami, ça démarre mal. Tout est dans la suite. En gros, il soupçonne Emmanuel Macron d'avoir choisi le camp de la Chine et il le dit avec ces mots. Vulgaires. Les mots vulgaires de l'ancien président des États-Unis, des mots vulgaires à l'endroit du président de la République française. Allez, le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Manchester City s'est imposé 3-0 face au Bayern Munich. Les Citizens sont surclassés les hommes de Thomas Tuchel. C'était un match de quart de finale de la Ligue des Champions qu'on a pu suivre sur Canal. Oui, hier soir à l'Etihad Stadium, Manchester a ouvert le score en première mi-temps avec un but de Rodri. Le club anglais a cloué les Bavarois en seconde partie. But de la tête de Bernardo Silva à la 70e, lancé par Erling Haaland, le Norvégien, qui inscrit quelques minutes plus tard une volée croisée du pied droit. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le sauvetage des migrants en Méditerranée. La Commission des Affaires européennes va examiner aujourd'hui une proposition, une proposition de députés Les Républicains qui demandent, en clair, que ce soit l'Europe qui gère les sauvetages de migrants, que ce soit Frontex qui s'en occupe et non plus des ONG. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, ça pourrait tout changer. On sera avec l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration, Patrick Stefanini, qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Patrick Stefanini. Et à tout de suite, on se retrouve juste après la petite pause publicitaire. Bonjour Patrick Stefanini, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Ex-secrétaire général au ministère de l'Immigration et spécialiste des questions d'immigration. Merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer. Je voulais vous entendre sur la proposition de résolution européenne des Républicains emmenée par le député Olivier Marleix. Il souhaite, et vous allez nous expliquer tout ça, que ce soit Frontex, donc l'organisation européenne, qui gère les bateaux de migrants, et non plus les ONG en Méditerranée. Est-ce que c'est une bonne chose et que proposent exactement les Républicains ? Alors,
c'est une des questions les plus difficiles en matière de maîtrise de l'immigration. D'abord parce que les textes applicables ne sont pas des textes européens. Ce sont des conventions internationales sur le droit de la mer. Et alors, il y en a une qui a été signée en 1974, une autre en 1979, et une troisième qui est une convention de l'ONU en 1982. Et elles n'ont conçu spécialement pour réguler le rôle des associations qui veulent venir au secours des migrants. Elles ont été conçues sur un principe simple qui est que tout capitaine d'un navire qui reçoit une information selon laquelle un bateau est en péril avec ses occupants doit se détourner pour leur venir en secours. Ça, c'est un principe fondamental du droit maritime et je pense que personne, sauf à sortir de ces conventions, personne ne pourrait le remettre en cause. Donc, confier à Frontex un monopole d'intervention en Méditerranée ne me paraît pas une idée susceptible d'aboutir. Autant on peut accroître le rôle de Frontex, autant on peut demander aux associations de travailler davantage en collaboration avec chaque État européen, autant on ne pourra pas, sauf à changer complètement d'ordre juridique, pour des raisons évidentes, on ne pourra pas renoncer au principe selon lequel tout capitaine d'un navire, quelle que soit la qualité de ce navire, que ce soit un navire de commerce, que ce soit un navire de guerre, que ce soit un navire de plaisance, tout capitaine d'un navire qui a connaissance qu'un autre navire est en perdition avec ses passagers doit se porter à son secours. Patrick Stefanini, il y a derrière cette proposition, en toile de fond, le rôle des ONG. Est-ce que ces ONG ne sont pas en réalité des ONG militantes, des ONG pro-migration de l'Afrique vers l'Europe? Si, bien sûr. Et le principal reproche qu'on peut faire à ces associations, c'est qu'elles refusent, pour la plupart d'entre elles, de coopérer avec les États. Car le droit de la mer, c'est le principe que j'ai rappelé il y a quelques instants, mais c'est aussi une organisation qui a été mise en place sous l'égide de l'Organisation maritime internationale et qui fait que chaque État européen, par exemple, est responsable d'une zone de recherche et de sauvetage à l'intérieur de cette zone de recherche et de sauvetage, et encore une fois, par exemple, la Méditerranée est divisée en plusieurs zones. Il y a une zone qui dépend de l'Espagne, une zone qui dépend de la France, une zone qui dépend de l'Italie, une autre de la Grèce, enfin, et ainsi de suite. Et donc, chaque État coordonne à l'intérieur de cette zone les secours. Et naturellement, tous les navires qui circulent dans cette zone doivent en référer à cette autorité nationale lorsqu'ils prennent une initiative. Donc un navire marchand, oublions un instant les associations humanitaires, un navire marchand qui se détourne de sa route pour aller secourir un navire en perdition doit en informer l'Italie s'il se situe dans la zone de recherche et de sauvetage qui dépend de l'Italie. Et à l'inverse, les autorités italiennes peuvent commander à un navire marchand qui se trouve dans leur zone, peuvent lui commander de se détourner pour aller sauver des passagers à bord d'un navire en perdition. Le problème, c'est que les associations humanitaires, la plupart d'entre elles, ne jouent pas le jeu de la coopération avec chacune des autorités nationales, et c'est ce qui leur est reproché par l'Italie. C'est la raison pour laquelle la première ministre italienne a pris au début de l'année un décret, le 3 janvier de cette année, elle a pris un décret pour organiser, pour réguler l'activité des associations de sauvetage en mer, et notamment, elle a fait en sorte que la pratique actuelle, qui consiste, par exemple, pour l'Ocean Viking, tous les Français ont en tête le nom de l'Ocean Viking. Bien sûr, oui. Voilà. Eh bien, l'Ocean Viking, c'est un bateau
qui circulent en mer Méditerranée et qui essayent de ramasser dans un minimum de temps un maximum de migrants. Donc il vient d'abord en secours à un premier navire, puis ensuite, au lieu d'aller déposer les migrants concernés, les migrants qu'il a embarqués, au lieu d'aller les déposer dans un port sûr, ce qui est l'obligation qui lui est faite par le droit maritime international, il poursuit pendant plusieurs jours si nécessaire, oui, Patrick. Poursuit ses opérations. Oui, concluez s'il vous plaît, Patrick Stefanini. Donc oui, nous avons besoin d'une meilleure régulation et même d'une régulation tout court de l'activité des associations de sauvetage aux migrants. Elle nous fait gravement défaut. Le premier pays qui a réagi, c'est l'Italie. Je me réjouis qu'il y ait une initiative qui soit prise en France. Bon, maintenant, il faudra respecter le droit maritime international qui n'a absolument pas été conçu en intégrant évidemment le rôle des associations dont vous parlez. Merci beaucoup Patrick Stefanini, merci d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté votre expertise sur ce sujet. 7h19, tout d'abord le point info avant de parler de l'économie avec Lomique Guillot. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le sénateur Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Et attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée. Avec l'inflation, on achète beaucoup moins de produits dans les grandes surfaces. On en parle tout de suite. C'est logique avec des prix de plus en plus élevés. Le chiffre d'affaires des enseignes de la grande distribution est en hausse. Mais, Lomique Guillot, vous nous dites ce matin que derrière ce chiffre, la réalité est beaucoup plus contrastée. Oui, Romain, on constate une hausse de 10% du chiffre d'affaires de la grande distribution au premier trimestre 2023. C'est colossal, parce que si on prend simplement Leclerc, qui est le leader du secteur, son chiffre d'affaires en 2022, c'était 50 milliards. Donc vous voyez, une hausse de 10% sur 3 mois, ça représente plus d'1 milliard. C'est énorme. Mais ce chiffre d'affaires est artificiellement dopé. Il n'est pas dû à une progression des ventes, mais simplement aux hausses de prix avec l'inflation. Sauf que l'inflation ayant été de 16% sur les produits vendus en grande distribution, normalement, le chiffre d'affaires aurait dû progresser encore plus. En réalité, ce que masque ce chiffre à première vue positif, c'est une baisse importante du volume de produits vendus. On dépense plus, mais on en a moins dans le caddie. Sur un an, les baisses de volume ont atteint 5%. C'est un véritable phénomène de déconsommation auquel on assiste. Quels sont les produits qui font les frais de cette désaffection des consommateurs ? Alors, ils sont nombreux. On parlait hier notamment des produits pour l'apéritif qui ont vu leur vente baisser, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut ajouter les fruits et légumes. Les ventes sont en recul de 2 points, de 2 chiffres sur 2 ans. Les premiers produits à avoir vu leur vente baisser, c'est les produits les plus chers, le poisson frais et la viande à la découpe. Mais désormais, la diminution des achats touche tous les rayons. Rien que pour la première semaine d'avril, l'Institut Circana, qui surveille les ventes en grande surface, a enregistré une baisse de 18% des ventes pour l'épicerie salée par rapport à la même période l'année dernière. Sur les huiles, vous voyez, c'est moins 53%. Les produits d'entretien, moins 17%, pour ne citer que quelques exemples. Et sur les fameux produits anti-inflation, on en a beaucoup parlé. Oui, alors là, les enseignes constatent, et ce qui n'est pas très étonnant, une progression des ventes, 20% en volume sur les produits dont les prix ont baissé selon Intermarché. Reste à savoir si les prochaines négociations entre les industriels et distributeurs vont porter leurs fruits, alors qu'au niveau mondial, selon la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont baissé de 20% depuis un an, un recul qui reste pour l'instant totalement invisible sur vos tickets de caisse. Merci Lomique. CNews 7h23, merci d'être avec nous. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un radar pour récompenser les automobilistes. C'est rare, On va vous en parler. Restez bien sur CNews. À tout de suite. On en parle avec Pierre Chasseret.
Pierre Chasseret avec nous, un nouveau radar implanté en Indre-et-Loire, dans la ville d'Amboise notamment. Vous vouliez nous en parler ce matin. C'est un radar qui récompense. Oui, parce que c'est relativement nouveau et surtout, on n'en a pas beaucoup de ce type de radar. Donc je vais vous le présenter parce que ce radar risque de se multiplier en France. Pourquoi ? Eh bien parce que ce type de radar récompense a été légalisé par un arrêté du 9 avril 2021. Depuis, très peu de villes l'utilisent. Comment ça fonctionne ? C'est un type de radar qui vient se poser au-dessus d'un feu tricolore. Et au-dessus de ce feu tricolore, dont il va capter la vitesse du véhicule. Si vous roulez à la juste limitation de vitesse, le feu passe automatiquement au vert. Ça existe dans de nombreuses villes déjà, hein ? Pas tant que ça, ouais. On le verra après, mais il n'y en a que 5 ou 6 qui utilisent ce type de radar. Attention, on n'est pas sur une coordination des feux, on est bel et bien sur un radar récompense. Et donc ce type de radar va passer au vert, ce qui va faciliter le flux des automobilistes. Vous nous dites qu'il y a eu une expérimentation dans le nord de la France ? Oui, il y a eu une expérimentation dans la ville du Ménil. On est non loin de Lille. Et là, les résultats sont sans appel. 90% des véhicules dépassaient les 50 km/h à cet endroit du village. Après la pose du radar récompense, les vitesses moyennes ont baissé d'entre 8 et 15 km/h. Un effet direct qui permettrait d'être une alternative, notamment, vous savez, aux chicanes, ou alors, quelque chose que les automobilistes détestent, et aussi les riverains qui habitent juste à côté, les dodanes, surtout lorsqu'ils sont illégaux. Eh bien, ce type de radar récompense permet de faire respecter la limitation de vitesse sans créer de nuisance pour personne. On va en voir de plus en plus sur nos routes ? On risque effectivement d'en voir de plus en plus sur nos routes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques villes qui le testent et personne ne l'a enlevé. Ça fonctionne très bien. Vous en trouvez très peu, mais il y en a dans le Val-de-Marne, du côté de Noiseau ou de Maison-Alfort. Vous en trouvez dans le Lot-et-Garonne, à Pont-du-Casse et à Artigues. Ainsi, maintenant qu'au Ménil, le premier qui a été posé. Et puis dans la commune d'Amboise, qui va donc nous permettre d'avoir une nouvelle expérimentation. À Amboise, ce type de radar récompense va être posé sur un pont. Pourquoi un pont ? Parce que vous avez à peine la place de faire passer 2 véhicules. Et ça permettra, lorsqu'il y a des vélos, des piétons, de sécuriser tout le monde. Bref, un radar qui nous fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on en parle, mais celui-là, il est très bien. Merci Pierre. C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Les commerçants rennais craignent la manifestation de demain. Il risque d'y avoir à nouveau des violences. Certains commerçants se barricadent, vous allez voir. Ça dans un instant, juste après la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 3 départements, vigilance orange, Alexandra. Oui, en cause, la tempête Noah qui concerne principalement les côtes de la Manche avec au programme des vents tempétueux attendus plus tôt cet après-midi, notamment pour le département de la Manche, de la Seine-Maritime ou encore du Pas-de-Calais où les vents pourraient localement dépasser les 100 à 110 km/h. Ça va donc souffler fort avec donc le passage de cette tempête Noah. Alors ce matin, il y a déjà du vent entre la Bretagne et la Côte d'Opale. On retrouve également de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est avec également de bonnes rafales de vent et puis un temps assez brumeux en allant vers le golfe du Lion. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation redescend un petit peu plus au sud, entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le nord-est. On attend de la neige sur les massifs, notamment sur les Pyrénées, au-delà de 1300 mètres d'altitude seulement. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne actif se met en place, donc principalement sur les régions du nord, avec au programme des orages, mais également du grésil, avec également ces vents tempétueux attendus, avec donc le passage de cette tempête Noah près des côtes de la Manche. Côté température, c'est plutôt doux. 8 à Paris, 11 degrés pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures baissent au nord, 13 degrés à Paris, 11 degrés à Rouen contre 23 degrés à Perpignan. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 7h30, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une, les commerçants de Rennes inquiets à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Vous allez voir que certains de ces commerçants se barricadent véritablement. Les parents qui laissent leurs enfants dans les crèches doivent être vigilants après ce qu'on découvre dans le rapport sur les mauvais traitements sur les petits. On vous le détaille ce matin, ce rapport. Des députés républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée, suspectées d'être pro-migrants, on en parlait il y a quelques instants. Ces députés veulent que ce soit Frontex qui gère les interventions en mer quand le bateau des passeurs coule.
Près de 700 grammes de drogue découverts à la mi-mars dans la prison de Gradignan, en Gironde. Comment est-ce possible? On en parle dans ce JT. Et puis, ce matin, avec vous, Chloé Ronchin, on va aller au cinéma. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Aujourd'hui, c'est la sortie de 10 jours encore sans maman avec Horatica et Franck Dubosc. Les commerçants sont inquiets à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vitrines cassées, commerces pillés, à chaque manifestation, son lot de dégradation, Chana. Et les commerçants sont fatigués, certains évoquent même des conséquences sur la santé de leur entreprise. Voyez ce reportage à Rennes, signé Michael Chailloux. À Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqué, préventivement ou bien parce qu'en dessous la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux. Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. Et les équipes commencent à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres de leur franchiseur, par exemple, ou ont des ordres de leur direction de ne surtout pas communiquer. Selon l'enquête réalisée par le Carré Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares. Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir sereine. Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre. Quand on a des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait 0 sur une journée de manifestation. Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite. Enfants maltraités, punitions démesurées et humiliation, c'est ce que dénonce un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, publié hier. Et le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches. Et de leur côté, les professionnels pointent du doigt une maltraitance institutionnelle. Solène Boulan. Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations, qui s'apparentent à de la maltraitance, ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'Inspection générale des affaires sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation. S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop riches. Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle. Plus on déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles, et plus on peut faire face à des situations de maltraitance, parce que on travaille avec des tout petits, des êtres humains. Il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se re-questionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique qui fait qu'aujourd'hui on en est là. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. Tolérance zéro pour les violences faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD 2.0. Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron. En France, les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans. J'allais dire, on s'en doutait. On a les résultats d'une étude nationale publiée ce matin qu'on vous révèle dans la matinale. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, regardez, vous le voyez s'afficher, 56 minutes pour les enfants de 2 ans par jour, 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Cette durée peut encore augmenter selon l'origine et le niveau d'étude de la mère, c'est ce que révèle ce rapport. Comment éviter de revivre l'enfer des incendies de l'été dernier? J'ai bien l'enfer, on s'en souvient tous de ces incendies en Gironde. Le plan anti-feu du gouvernement a été présenté hier par le ministre de l'Intérieur. 9 avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés cette année. Et 500 sapeurs-pompiers viendront également grossir les rangs. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, il était en déplacement à la Teste de Buch en Gironde. L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que les SDIS qui dépendent des départements puissent acquérir près de 1100 engins pour lutter contre les feux et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du 8e Dash
l'allocation d'un 9e dans les quelques heures qui viennent, avec 4 avions de type Air Tractor que nous n'avions pas avant et 10 hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023. C'est 47 appareils lorsque nous n'en avions que 38. Voilà encore 9 mois. Le sauvetage des migrants en mer Méditerranée, la Commission des affaires européennes va examiner aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi de plusieurs députés Les Républicains. Actuellement des ONG militantes qui ont également un objectif pour certaines d'entre elles politique, affrètent des bateaux, ce qui désorganise tout. Oui, donc en clair, ces députés proposent que seul Frontex gère la sécurisation de la mer Méditerranée. Je rappelle qu'avec l'aide des passeurs, ces migrants traversent sur des embarcations la plupart du temps surchargées et donc dangereuses. Le détail avec Marine Sabourin. Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative. C'est un intérêt commun d'écrire un code pour dire à les ONG, vous pouvez rester dans les mers Méditerranée, mais vous devez respecter les règles des États, l'Italie, la France, l'Espagne, des États européens. Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union européenne. On vous montrait hier ces images d'une violente altercation entre un responsable du cirque Zavata et un élu, Anthony Boré, qui était en direct avec nous à 8h30. Le cirque s'était installé illégalement dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Eh bien, hier, les circassiens ont finalement quitté les lieux. Et oui, regardez la vidéo publiée sur Twitter par Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes ». Le cirque est parti pour s'installer sur un terrain privé d'Antibes. Cette fois-ci, la mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation. Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes d'Île-de-France et de la région Centre-Val de Loire. La situation devrait s'améliorer dans les stations essence. Oui, la grève à la raffinerie de Gonfreville-Lorcher qui alimente ces deux régions a été suspendue. Elle était bloquée depuis le 18 mars. Dernièrement, 40% des stations-service d'Île-de-France étaient impactées par des pénuries à cause de cette grève. Comment faire en sorte que le travail paye mieux? C'est le sujet qui va monter après celui de la réforme des retraites. Que le travail paye mieux et en clair que le travail paye plus que l'assistanat. Alors il y a beaucoup de ministres qui ont fait des déclarations. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on va voir comment faire concrètement pour que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat. On verra ça avec Lomique Guillot dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h42. Dans un instant, on va parler salaire avec Lomique Guillot. Mais tout d'abord, c'est le point info. Chana Lousteau. L'enquête se poursuit à Marseille après l'effondrement de 2 immeubles. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion au gaz. Le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et est en cours d'analyse. L'objectif, c'est de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. 7 personnes ont été interpellées dans le quartier des Moulins à Nice, gangréné par le trafic de stupéfiants. Ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements. Le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 43 grammes de cocaïne et 3 armes, dont 2 armes de poing. Et puis l'Italie envisage de déplacer massivement des ours installés dans le nord du pays. Une centaine d'ours bruns peuplent les zones montagneuses de la région du Trentin. Mais la semaine dernière, un jogger a été tué par l'une de ces bêtes. Alors le ministère de l'Environnement envisage de répartir une partie de ces ours dans d'autres régions du pays. Je pensais l'objectif, c'était d'installer une cinquantaine d'ours. Il y en a 100 maintenant. 100 ours. Et il y a eu ce dramatique accident avec ce jogger. L'inflation. Allez, l'inflation qui se poursuit et qui repose la question de la juste rémunération du travail. Est-ce qu'en France, Lomique Guillot, le travail paye assez? Je vous pose la question.
C'est vrai, Romain, que la question qui revient souvent et de plus en plus, c'est celle de la générosité de notre système social par rapport au travail. Alors, rappelons-le tout de suite, pour commencer, il est pratiquement impossible de gagner plus en France avec des aides et des allocations qu'en travaillant, même au SMIC. Mais en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on peut gagner plus ou moins avec les aides, mais c'est la différence entre le salaire qu'on peut tirer d'un travail et un revenu qui tombe sans qu'on fasse de réels efforts. La question, c'est de savoir si cette différence est aujourd'hui suffisamment importante pour motiver et pour récompenser le travail, d'autant que malgré la revalorisation du SMIC, celui-ci peine à suivre l'inflation. Or, en France, notre système peut contribuer, c'est vrai, à faire entrer dans la tête de certains qu'il serait plus intéressant de ne rien faire que de travailler, d'autant plus qu'à l'inverse, on peut désormais avoir du mal à boucler les fins de mois quand on travaille, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Voilà, en fait, la différence n'est pas assez significative entre le travail et les revenus de l'assistance. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce constat ? Eh bien d'abord parce que, rappelons-le, il reste beaucoup de secteurs dans lesquels le salaire minimum est en dessous du SMIC. Alors ça ne veut pas dire que les salariés sont payés moins que le SMIC, mais ça tire les grilles de salaire vers le bas et ça limite surtout leur progression. Ensuite, parce qu'on le disait, l'État est très généreux. Rendez-vous compte, en 2022, l'ensemble des aides, des allocations, des chèques inflation, des primes diverses ont représenté 35% des revenus perçus par les ménages français. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fil des ans et qui peut donner l'impression d'une sorte de revenu universel de fait qui ne dit pas son nom et qui dispenserait de travailler. Mais surtout, le problème des aides, c'est qu'elles n'incitent pas à travailler plus, pour paraphraser un président, parce que quand on commence à gagner plus, on voit certes son salaire augmenter, mais dans le même temps, on voit les prestations diminuer. Résultat, on progresse, mais au final, on gagne pratiquement la même chose. C'est totalement démotivant et ça peut pousser à ne pas avoir envie de progresser. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux, Lomic ? Sans doute en plafonnant certaines aides, comme le suggèrent certains, et surtout en faisant en sorte que le travail paye mieux, sans aller nécessairement jusqu'à indexer les salaires à nouveau sur l'inflation, mais en les revalorisant réellement dans une période comme celle que l'on traverse. Mais attention, augmenter les salaires, ça n'a rien de magique, ça passe aussi par augmenter la productivité. Or, on a l'impression que ce n'est pas du tout dans l'esprit de bon nombre de salariés aujourd'hui. On préfère un confort en partie assuré par l'État sans en faire trop, parce qu'on ne voit pas le bénéfice qu'on pourrait avoir à travailler plus. On perd trop d'aides quand on travaille plus. Le problème, ce n'est donc pas tant que le travail paye plus que les aides, mais bien que le travail paye suffisamment pour donner envie de progresser et d'en faire plus. On pourrait dire que ce qui devrait payer demain plus que le travail, c'est le sens de l'effort que l'on a malheureusement perdu. Lomic Guillot avec nous. Merci beaucoup, Lomic. La politique dans un instant. Tiens, Gims, le chanteur Gims, qui s'appelait avant Maître Gims tout court. Bon, on l'aimait bien en chanteur, peut-être moins en historien. Regardez ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, enfin sur une chaîne YouTube. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens, 50 000 ans avant les Européens. On veut nous faire croire que notre histoire, donc il est franco-congolais, donc que notre histoire en tant qu'Africain, je pense qu'il parle comme ça, on veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. Non. Bon, voilà, c'est sa vision de l'histoire, c'est évidemment pas la réalité. Il parle des pyramides également, les pyramides qu'on voit. Au sommet, il y a de l'or. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Les historiens savent. Sous-entendu, les historiens savent et ne disent pas, bon, on frôle le complotisme, là. On comprend pourquoi il a enlevé maître de son nom, parce qu'on n'a pas envie d'un prof d'histoire comme lui. C'est pas maître d'école, hein. C'est pas maître d'école. Ouais, on est à 2 doigts de la terre qui est plate et toutes ces bêtises pour rester poli. Chana. Oui, ça va avec toutes les fausses informations qui circulent sur TikTok, etc. Mais ce qui est inquiétant, c'est que certains jeunes les écoutent. Bah oui. Bon courage aux professeurs d'histoire ensuite pour ramer et expliquer à des esprits en train de se former que non, il n'y avait pas d'électricité dans les pyramides, que non, la Terre n'est pas plate et autres bêtises. Allez, dans un instant, la politique avec Gauthier Lebret. C'est compliqué pour le président de la République, même à l'international, c'est compliqué. On va vous en parler dans un instant. Rien ne va plus pour Emmanuel Macron. À tout de suite.
La politique, rien ne va plus pour le président de la République, où qu'il aille, la réforme des retraites lui empoisonne la vie, Gauthier Lebret. Même à l'international, c'est compliqué en ce moment pour Emmanuel Macron. Et oui, Romain, c'était la dernière chose qui lui restait, l'international. La carte qu'il avait décidé de privilégier face au contexte justement national. Et depuis plusieurs jours, eh bien, on n'est pas loin de la catastrophe. Il y a déjà eu ces propos sur Taïwan qui ont fâché tous nos alliés. Pile au moment où la Chine commence ses opérations, il donne l'impression de s'en laver les mains et de ne pas soutenir Taïwan. C'est comme ça que ça a été perçu aux États-Unis et un peu partout en Europe. Une victoire en fait du président pour le président chinois. Et alors il y a un autre président qui a réagi. C'est un ancien président américain, Donald Trump. Tout en vulgarité, je m'excuse pour ce que je vais citer. Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà, fin de citation de l'ancien président des États-Unis. Et puis, il y a évidemment ce qui s'est passé hier aux Pays-Bas. Il est en plein discours et il va être chahuté par plusieurs manifestants. Regardez. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lose it? I can answer this question if you give me some time. Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe? Do you allow me to answer? La réforme des retraites qui le rattrape même à l'étranger. Oui, la réforme des retraites et le 49.3 le rattrape absolument partout. Une présidence de violence et d'hypocrisie. Voilà ce qu'on pouvait lire sur la banderole déployée hier par ces étudiants. On avait un président bunkérisé en France. Quand il va dans les Alpes pour présenter un plan où il ne peut plus aller au contact de la population. Et désormais, il a des comités d'accueil même à l'étranger. Et même si c'est quelques personnes, ça entache durablement l'image de la France et du président. Emmanuel Macron qui pense apercevoir le bout du tunnel. Oui, vendredi, on n'en parle plus. C'est le pari du président de la République. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel. L'intersyndicale se sépare. Les mobilisations s'essoufflent. On passe définitivement à autre chose. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Restera sans doute un caillou dans sa chaussure. Le RIP, le référendum d'initiative partagée. S'il est validé par le Conseil constitutionnel, la NUPES aura 9 mois pour trouver 5 millions de signatures, 10% du corps électoral. De quoi lui empoisonner la vie durablement. Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. 8h15, Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud, sera l'invité de Laurence Ferrari. Renaud Muselier, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. Chloé Ranchin est avec nous. Bonjour Chloé, rebonjour, journaliste culture à cnews.fr. En ce mercredi matin, on va partir avec vous au cinéma. C'est juste après la petite pub. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous nous emmenez au cinéma ce matin, Chloé, et en vacances avec la comédie 10 jours encore sans maman. Oui, c'est la suite du film 10 jours sans maman sorti en 2020, vous l'avez peut-être vu. Il avait quand même réuni plus d'1 million de spectateurs. Ce deuxième volet est toujours réalisé par Ludovic Bernard. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, vous retrouverez Or Attica et Franck Dubosc. C'est reparti, l'acteur va devoir encore s'occuper tout seul de ses 4 enfants et il va encore être complètement débordé. Alors ils devaient tous partir au ski pour les vacances. Seulement voilà, à la dernière minute, maman décide de rester à Paris pour son travail. Et pour papa, eh bien, ces quelques jours à Courchevel vont se transformer en cauchemar. On va regarder un extrait. Stop! On vous a pas pris le respect, on est dans un train, là! Sortez-moi un livre. Exécution. On se demande bien ce que les parents foutent, hein. Désolé, chérie, mais j'ai pas une minute à moi, là. Papa, je glisse, là! J'ai envie d'aller aux toilettes. Ah non. Eh ben, décidément, le ski, c'est pas ton truc, hein. Tu veux de l'arnica? J'en ai marre, hein. Vous avez vu que dans quel pétrin vous me mettez? Et merde! Kiki. Bon, j'allais dire c'est idiot, mais ça fait rire. Bon, on va avoir droit à une avalanche de gags, on dirait. Ça ne s'arrête pas, vous l'avez bien vu, il y a des belles cascades, les enfants vont bien rigoler en tout cas. Ouais. Et les parents devraient se reconnaître dans certaines scènes. Finalement, cette famille rappelle un peu toutes les familles. Voilà. Le chahut dans le train, les petits bobos sur la piste, le drame de la pause pipi une fois la combinaison enfilée. Bref, toute ressemblance avec la réalité est bien entendu revendiquée. Et l'histoire évoque aussi quelques sujets de société dans l'air du temps.
Oui, la place du père, notamment le rôle de la mère, la fameuse question de la charge mentale. Le film parle aussi de la peur du regard des autres et du déclassement quand on vient juste de perdre son travail. C'est le cas de Franck Dubosc dans le film. Il n'ose pas l'avouer à ses proches, il préfère dire qu'il est en télétravail. Et le dénouement est assez touchant. Voilà, 10 jours encore sans maman, ça sort aujourd'hui. C'est familial, c'est drôle, attachant et surtout idéal pour occuper les enfants pendant les vacances de Pâques. Merci beaucoup Chloé pour vos bons conseils. Vendredi, on ira avec vous au Puy du Fou. Tout à fait, découvrir le nouveau spectacle, Le Mime et l'étoile. Le Mime et l'étoile. Merci beaucoup Chloé. 7h57, dans un instant, on va parler justement du temps pendant lequel les enfants passent devant l'écran. Le temps d'écran. On en parle dans toutes les familles. Les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans. On a les chiffres. On va en parler dans un instant. Ce sera juste après la météo avec Alexandra Blanc. À tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui. Plusieurs départements près des côtes de la Manche, situés principalement entre la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais, sont concernés par une vigilance orange puisque l'on attend des vents tempétueux avec le passage de la tempête Noah au programme des vents relativement forts. Regardez cet après-midi principalement entre la pointe bretonne et le Pas-de-Calais avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 à 110 km/h. On retrouvera également une perturbation entre le sud-ouest et le nord-est, perturbation accompagnée de pluie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura également de la neige au pied des Pyrénées à seulement 1300 mètres d'altitude. Le fait marquant donc cet après-midi, ce sont ces vents mais également ces orages localisés principalement entre la Bretagne et la Normandie avec également du grésil attendu en remontant sur les régions du nord. Donc situation très instable avec le passage de cette tempête Noah. Les températures, elles baissent un petit peu notamment sur les régions du nord, 11 degrés à Rouen, 13 degrés à Paris, 13 degrés également du côté de Dijon. Tandis que la douceur se maintient dans le sud, 21 degrés à Marseille et localement jusqu'à 23 degrés à Perpignan. La suite du programme, demain, un ciel de traîne assez actif avec toujours des orages. Le vent faiblira près des côtes de la Manche. On retrouvera en revanche un vent assez fort autour du golfe du Lion ou encore sur le Cap Corse. Et puis toujours un temps variable dans le sud-ouest ou encore au pied des Pyrénées avec le maintien de la neige, principalement entre le Massif central et le Pays Basque. Les températures vont continuer à baisser. Ce sera un peu frais pour la saison. 12 degrés sur le nord et 15 degrés seulement dans le sud. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h59, l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Chloé Ronchin est avec nous, Lomique Guillot est également. À la une ce matin, ces petits Français qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans. C'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin sur CNews. Le détail dans un instant. À Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 de la rue de Tivoli est étudié. Un compteur Gazpar connecté qui pourra déterminer, qui pourra dire s'il y a eu une fuite de gaz avant l'explosion. La NUPES se déchire sur le cas Quatennens. Adrien Quatennens, le député condamné pour avoir frappé sa femme, qui rejoint désormais Adrien Quatennens, qui rejoint le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret avec nous. Et puis le Conseil constitutionnel qui doit rendre ses décisions sur la réforme des retraites vendredi. Est-ce qu'il y aura une suite au mouvement social ? On va voir ce qui peut se passer en fonction de la réponse du Conseil. En France, les enfants passent trop de temps devant les écrans. On en parle souvent, là on a les chiffres. Une étude nationale inédite publiée ce matin tire la sonnette d'alarme, comme on dit. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'étude de la mère. Vous allez voir tous les détails avec Marine Sabourin. Tablettes, télévision et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents. Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'étude de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1h15 de plus devant leur tablette ou la télévision, par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac+5.
Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écran risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention. L'enquête se poursuit à Marseille. 2 victimes n'ont pas encore été identifiées. 2 personnes sont toujours portées disparues. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion de gaz. Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse. Les derniers éléments avec Solène Boulan, Loïc Tontat et Thibaut Marcheteau. Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les 2 personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient 8 à dormir dans cet immeuble. 4 des 6 victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion. Adrien Quatennens, réintégré au groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Lors d'un vote dont on ne sait quasiment rien. On connaît simplement les résultats. 45 pour, 15 contre, 2 abstentions. Gauthier Lebret, la NUPES se déchire une nouvelle fois après cette décision des Insoumis ? Oui, elle est éclatée façon puzzle, la NUPES, absolument. Alors, les socialistes condamnent une faute politique inacceptable et souhaitent qu'Adrien Quatennens quitte définitivement les instances dirigeantes de la NUPES. Même sentiment chez les écolos, même si Sandrine Rousseau explique qu'elle ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennens prend la parole, car ce n'est pas aux féministes de partir. Et vous l'avez dit, on ne sait pas grand-chose de ce vote, simplement les résultats. On ne sait pas qui a voté quoi, l'opacité est totale. Cette fois, Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait de liste sur Twitter. Il n'y a pas eu de live tweet des Insoumis pour raconter ce qui se passait dans le huis clos de cette réunion, comme ils l'ont fait lors de la commission mixte paritaire pour informer les Français. Là, il n'y avait visiblement pas de volonté d'informer les Français. Et enfin, et c'est le plus intéressant, Adrien Quatennens est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger entre à l'Assemblée nationale après avoir battu une insoumise dans l'Ariège, une députée sortante insoumise. LFI ne veut pas de cette dissidente PS au sein de la NUPES. Un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Allez comprendre. Et puis on rappelle qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon était pour rendre inéligible à vie toute personne condamnée. Visiblement, il a changé d'avis. Merci Gauthier. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, ces décisions évidemment, par le gouvernement comme par les syndicats d'ailleurs. Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles ? On voit ça avec Thomas Bonnet. Ils sont 9 et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et 3 scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée. On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes légale, constitutionnelle, mais la Constitution, c'est pas simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, eh bien, que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle. Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel Macron de
cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots qu'il a réellement employés, même si Gauthier, vous avez c'est cité les la paroles phrase complète. d'un ancien président des États-Unis. Effectivement. On va regarder ce qu'il a dit exactement. C'est sur Fox News. Pendant une interview, l'ancien président américain qui est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. Emmanuel Macron qui dit en gros, Taïwan ne nous regarde pas. Voilà, ce qui donnait l'impression qu'Emmanuel Macron était plus du côté de Pékin que du côté de Washington. Et du coup, Donald Trump, on va le revoir, a eu ces mots. J'aimerais qu'on revoie. Voilà. Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de, je vous laisse découvrir et deviner, et ajouter les lettres manquantes. Je me suis dit, OK, la France va en Chine maintenant. Bon, voilà pour ce qu'a dit Donald Trump. On vous présente notre nouvelle consoeur. Elle s'appelle Phèdra. C'est une animatrice de télévision qui n'existe pas, conçue par l'intelligence artificielle. Ça se passe au Koweït, Chana. Hein. Oui, et cette semaine, elle a présenté son premier journal dans un média koweïtien. Et vous allez voir, c'est très troublant. Yael Benamou. Anna Phèdra. Elle s'appelle Phèdra. Elle a tous les aspects d'une femme. Et pourtant, c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience, mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation entre la parole et le mouvement des lèvres. Les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Moyennant ce challenge, de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique-là, il va être résolu, vraisemblablement sous 24 mois. Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux. C'est pour faire du buzz, c'est un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, avec un cruel manque d'émotion dans la voix. Est-ce qu'un jour des avatars comme Phèdra remplaceront les journalistes ? Pour les spécialistes, la réponse est oui, mais cela dépendra de la société dans laquelle nous, humains, nous choisirons d'évoluer. Voilà, elle a l'air sympathique, Phèdra. Hein. Bon, elle n'existe pas. Enfin, elle existe sans exister. C'est assez compliqué. Hein. Vous êtes une vraie... Oui, je peux en témoigner. Personne. Hein. Oui. Vous n'êtes pas issu de l'intelligence artificielle. Pas que je sache. Personne autour de la table, on se dit tout. Hein. Jusque-là, tout va bien. Et on confirme qu'on garde Chana. Ah oui, bah il n'y a pas photo. Hein. Ah, je vous confirme. Entre les deux, hein. Ah, je vous confirme. Voilà, c'est Phèdra. Ça aurait pu être Phèdro. Bon, c'est Phèdra dont il est question, une femme. 8h09, restez avec nous dans un instant. C'est Renaud Muselier qui est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Praud dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chana Lousteau. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le sénateur Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e jour de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Et Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée. Laurence, Renaud Muselier, votre invité ce matin. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler de Marseille, évidemment, une ville qui vous est chère. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale hier. 4 des 6 corps extraits de l'effondrement ont été identifiés. Il reste 2 personnes disparues. Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver des survivants ? Plus le temps passe, moins on a de chances d'avoir des survivants. Il y a 2 volets. Il y a d'abord... le contexte de l'immeuble. L'immeuble, c'est un immeuble qui sont des vieux immeubles, même s'ils sont en bon état.
mais qui se sont écroulés. Et donc, il y a peu de chances d'avoir des poches d'air. Parallèlement à ça, nos marins-pompiers, ils sont hyper expérimentés. Ils ont fait tous les drames, les derniers en Syrie. Ils sont des grands professionnels. Ils sont très sérieux. S'il y a une chance, on a les meilleurs pour trouver une solution. Maintenant, voilà, je ne crois pas qu'on puisse espérer grand-chose, même s'il faut toujours y croire. Mais ça fait 3 jours maintenant, donc c'est cuit, quoi. Bien sûr. L'explosion pourrait être liée à une explosion liée au gaz, a dit la procureure. C'est une des pistes qui est explorée, qui expliquerait la façon dont cet immeuble s'est littéralement effondré. On voit bien que, de toute façon, c'est pas un attentat, c'est pas un immeuble insalubre ou vétuste, c'est un immeuble bien entretenu dans un quartier tout à fait correct, convenable. C'est mon ancienne circonscription, je connais très très bien ce secteur. C'est vraisemblablement le gaz, ça fait aucun doute. Donc, alors, est-ce que ce sont les canalisations du gaz sous l'immeuble? Est-ce que c'est dans l'immeuble? L'enquête va avancer là-dedans. Il faut amener beaucoup de sérénité, dignité, de distance par rapport à tout ça, parce que... Vous trouvez qu'on en manque, certains politiques en manquent? Je pense qu'en tout cas, beaucoup de gens sont précipités tout de suite pour apparaître, pour dire toujours les mêmes choses, et c'est pas très digne. Voilà, donc, vous pensez à qui? Je pense à ceux qui étaient à la télévision. D'accord. Est-ce que la région sera aux côtés des plus de 200 ou 280 personnes qui ont été évacuées et qui doivent être relogées? Alors la région s'est toujours mobilisée dans toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Quand il y a eu le drame de la Roya, par exemple, la région était là, aux côtés des élus locaux. Donc nous nous sommes manifestés auprès du maire de Marseille. Mes élus étaient à côté de la municipalité. Nous avons fait des propositions. D'abord, il faut reconnaître que les Marseillais sont très solidaires et très organisés. Très honnêtement, c'est tout à fait remarquable parce que dans les quartiers, les associations, la Croix-Rouge, le SAMU, enfin tout le monde est là. Et donc, on se met à disposition. Et si on a besoin de nous, on est là pour héberger, pour prêter nos lycées, pour donner des moyens complémentaires. Donc on est en solidarité, on soutient la mairie, et il faut laisser les élus locaux s'occuper de ça avec sérieux, et c'est le cas. Il y a des fonds qui seront débloqués de la région pour aider ces sinistres? On est à disposition, il y aura les moyens financiers nécessaires si on nous le demande. Alors est-ce que c'est pour payer les hôtels? Est-ce que c'est pour... En fait, en réalité, vous avez ceux du niveau impair qui sont délogés parce qu'il y a des risques d'effondrement. Il y a ceux du niveau pair qui vont pouvoir revenir chez eux. Et il y a ceux de tout le quartier du périmètre qui vont aussi revenir chez eux. Donc ça fait à peu près 200 personnes. Ça ne sera pas énorme en termes de personnes à loger après. On parle beaucoup de Marseille. Et sur un autre plan, on a aussi beaucoup parlé de Nice pour des questions d'insécurité, cette fois-ci. Ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice, en appelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en lui demandant plus de moyens pour lutter contre les trafiquants de drogue. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux villes ou pas du tout? Non, je pense que c'est difficilement comparable. À Marseille, il y a eu des assassinats et des morts. Et à Nice, il y a eu des images d'hommes armés. Nice, comme Marseille, comme je crois 172 territoires en France, il y a des points de vente de